Bonjour, je vais vous entretenir aujourd'hui de la géographie de l'alimentation dans les manuels du primaire de 1878 à 2009. Pourquoi cette date, peut-on se poser la question? Tout simplement, c'est que dans mon fonds documentaire, je n'ai rien trouvé sur la géographie de l'alimentation avant 1878 et rien après 2009. Ce qui veut dire que les programmes récents n'entrent plus cette dimension dans la géographie scolaire. Avant 1878, j'ai rien trouvé. Les manuels sont plus rares. Et aussi, je note que dans des manuels très utilisés dans cette période, les manuels de Foncin et de Schrader, pour l'école primaire, rien non plus. Bon, c'est quelque chose donc qui, outre l'intérêt pour ce que la géographie peut dire de l'alimentation, est aussi, et ça va être un de mes axes, un intérêt sur une sorte d'évolution épistémologique de la géographie scolaire. La géographie scolaire de l'alimentation, c'est ce que l'on mange. La géographie scolaire de l'alimentation, je recommence, c'est ce que l'on mange, mais aussi comment l'on mange. Ici, on peut lire dans un manuel assez récent, 2000, comment ces personnes sont-elles installées pour manger, de quoi se servent-elles pour manger, couverts, baguettes, mains, que mangent-elles, que boivent-elles. Mais outre cette dimension un peu large qu'on pourrait appeler culturelle, la géographie a souvent servi de biais pour une initiation à l'économie et la dimension de l'alimentation en a été un biais. Un biais historico-géographique, en particulier au temps de l'éveil, où la dimension historique et la dimension proprement géographique sont peu séparées, tel qu'on peut le voir sur cette double page d'un manuel de 1987. Et si je zoome sur des parties de ce manuel, on voit une approche qu'on qualifiera d'historique à travers cet exemple de la consommation du pain par les Français, sachant que si dans un manuel plus récent, on indiquerait qu'actuellement, on descendrait à 120 grammes de pain par habitant et par jour en France, donc une dimension qui diminue, mais ici qui est plus historique que géographique. Géographie qui est aussi très liée à d'autres disciplines comme sciences sociales, qui initient à l'économie, à la sociologie, à l'ethnographie, et à des outils comme la lecture de cartes ou la création de graphiques et de tableaux. Si on zoome sur des parties de ce manuel, on a là aussi une approche un peu historique sur l'évolution de la consommation familiale, et des interrogations sur le graphe et des consignes représentent sur le même graphe l'évolution de différentes dépenses de 1950 à 1985, utilisent différentes couleurs, etc., etc. Des questions sur le pouvoir d'achat. La notion du pouvoir d'achat est très souvent abordée dans la période 1970-1990. Enfin, cette diminution de la part de l'alimentation dans le budget familial est peut-être un élément qui explique qu'aujourd'hui, dans les manuels les plus récents, les manuels postérieurs au dernier programme, la géographie de l'alimentation a disparu. On notera sur celle-ci un dispositif iconographique qui n'est pas celui des graphes, qui n'est pas celui des courbes des graphes, mais quelque chose qui représente des photos de différentes cultures principalement alimentaires, disposées sur une sorte de demi-hémisphère, si on peut parler de demi-hémisphère, avec les cultures associées aux climats tropicaux humides proches du bas de ce quart d'hémisphère. Le discours, pour se nourrir, pour s'habiller, pour se chauffer, les hommes cultivent presque partout dans le monde les plantes dont ils ont besoin. La variété des climats et la différence des moyens entraînent la diversité de la végétation et des cultures. Mais non seulement c'est une initiation
à l'économie, mais dans ce cadre, on prend l'alimentation souvent et les produits alimentaires comme un indicateur de richesse et je pourrais dire aussi de puissance. Faisons encore un retour encore plus loin en arrière, vers 1900. Vers 1900, les travaux de la campagne, l'agriculture, et puis une gravure qui nous représente les vendanges. À gauche, la moisson, à droite, les vendanges. Et sous la page 16e leçon, le blé, la vigne, les prairies, on voit apparaître quelque chose qui va être une sorte de trilogie, le blé, la vigne, les prairies, pendant longtemps. Alors le blé, nous sommes en France et le blé et tout ce qui est fromental est depuis longtemps la principale céréale alimentaire, on y reviendra, mais avec une géographie qui est assez déterministe à l'époque, avec des questions que l'on voit difficilement sous la page 19, 16e leçon. Y a-t-il des prairies dans votre village ? En 1900, 62% des écoliers vivent dans des villages. À quel endroit ? Pourquoi ? Et quelle est la plante qui réussit mieux dans le nord que dans le midi ? Et là, la réponse attendue, on le devine, c'est le blé. Et quelle est la plante qui réussit mieux dans le midi de la France que dans le nord ? La réponse attendue doit être la vigne. Alors, une approche un peu déterministe, mais qui n'est pas vraiment contradictoire avec une question du type pourquoi cette culture ici plutôt qu'ailleurs ? Dans les pays chauds, le même manuel s'intéresse aux productions alimentaires. Vous voyez, café, thé, cacao, riz, mais aussi le coton. On notera sur la page de droite cette image de la culture du café qui est vraiment très coloniale. Le blanc en tenue avec chapeau, tenue de costume. Il n'a pas le casque colonial, mais presque. Et puis à droite, des Noirs qui auraient peut-être pu être représentés comme ça un siècle plus tôt, au temps de l'esclavage. On notera quand même en 1900 que ce n'est pas le même système qui est renvoyé avec l'image de la culture du riz en dessous. On voit qui exprime un peu la présence de la France en Indochine, où là, ce sont des paysans qui ont l'air de travailler pour eux. Voilà. Mais enfin, c'est un indicateur de puissance aussi. La puissance dans le monde, telle qu'elle s'exprime à travers des graphes, à travers des schémas imagés, nous montre les productions de houille, l'importance de la marine marchande, mais aussi la production du blé, mais aussi, et là la France se place au premier rang, la production du vin. Nous reviendrons sur cette place de la vigne et du vin dans le cadre d'un indicateur de puissance, dans d'autres cas, dans le cadre des pratiques alimentaires. Parce que le vin et les boissons alcoolisées et les autres boissons alcoolisées sont assimilés à des produits, on va dire, naturels, à des consommations naturelles. On a ici tout un développement. Alors, on est à la fin du cycle primaire, puisqu'on prépare le certificat d'études, où on indique la production de vin, mais aussi de cidre, mais aussi de bière et les eaux de vie. Les eaux de vie les plus réputées sont celles de Charente, Cognac, et du Gers, Armagnac. Toutes choses sur la dimension alcool qui a disparu des manuels, on va dire, à partir des années 70, on y reviendra. Puisque dans les produits alimentaires, on a une place importante pour les importations, pour les exportations. Et toujours dans une approche historique, on voit que la France vend beaucoup de vin aux pays du Nord, Angleterre, Russie, États-Unis, mais qu'elle importe du blé des États-Unis et de la Russie, ce qui ne m'a pas surpris, mais aussi de l'Inde. J'en suis vraiment surpris, mais il importe aussi du vin d'Espagne et d'Italie. Donc les produits alimentaires font partie des enjeux politiques. Et dans ces produits alimentaires, oui, je vais redétailler, je vais rezoomer sur ce qui m'a interpellé, c'est la place du vin et des boissons alcoolisées.
Ici, c'est assez récent, et ici à Montpellier, ça me fait plaisir de choisir cette image, dans les manuels scolaires, ou plutôt dans, ah oui, les manuels scolaires et les tableaux muraux. Ici, c'est une planche des célèbres tableaux muraux de la collection Rossignol, qui ont d'ailleurs été publiés, republiés en manuel scolaire pour le primaire dans les années 60. Alors, on est en présence d'une image très, très didactique. Hein. On a à la fois les fûts, on a des fûts en bois à gauche, des fûts métalliques à droite, on a l'embouteillage, et on a directement sur place le camion citerne qui vient se charger, et on aperçoit à l'arrière-plan les pressoirs. Là-dessus, un questionnaire dans le livre qui a utilisé ces mêmes planches. On a une série de questions sur comment on fait le vin, comment on transporte le vin, les vins en France. C'est quelque chose qui remonte en fait assez loin en arrière, puisque dans des manuels encore plus anciens, en 1878, un manuel destiné page de gauche, je reprends le texte, je développe le texte que vous avez en tout petit sous l'image. Les boissons, le vin est la boisson ordinaire dans le Midi et le centre de la France. Dans les provinces du Nord-Ouest, il est remplacé par le cidre, qui est le produit de la fermentation des jus de pomme. Dans les provinces du Nord-Est, il est remplacé par la bière, boisson fermentée préparée avec de l'orge et à laquelle on ajoute la fleur du houblon comme moyen de conservation. Une distinction qui peut permettre une cartographie des boissons. Là encore, on est dans les années 60, hein, nous sommes contemporains des images de la collection Rossignol précédemment, collection murale, carte murale MDI, Maison des instituteurs, qui à cette époque avait une diffusion importante dans les écoles primaires. La preuve, c'est qu'on retrouve des exemplaires de nos jours. On n'a pas de chiffre de diffusion, mais la présence des manuels Rossignol, la présence de tel manuel ou tel manuel de nos jours, dans les brocantes, dans les vides-greniers ou sur les sites internet est un indicateur des tirages, du succès des tirages qu'il y avait à l'époque. Donc dans le sexe-ci, assez ambigu d'ailleurs, puisque c'est à la fois la production et la consommation, mais on a des pays à cidre, des pays à bière, une sorte de géographie culturelle très simplificatrice, parce qu'on peut imaginer que dans les pays à bière, on boive aussi du vin, et que dans les pays à cidre, on boive aussi de la bière et du vin. Bon, une géographie culturelle, parce que c'est sur les pratiques culturelles même qu'on surimpose, où on a à la fois la limite nord de la culture de la vigne, mais aussi les productions de bière, les régions de production de vin de table, les régions de production d'alcool, cognac et armagnac sont différenciées, etc. Donc une géographie culturelle qui met une place importante pour les boissons alcoolisées. Alors, on est toujours à la limite entre l'économie, la consommation et bien sûr la géographie de l'agroalimentaire. Alors l'agroalimentaire, la présence de l'industrie agroalimentaire dans les manuels de géographie, là aussi, remonte au manuel de la fin du XIXe siècle. Là, c'est Jean Cazeneuve, connu en religion Jean-Pierre Cazeneuve, connu en religion sous le nom de frère Issé, c'est le C, le C, c'est le C de Cazeneuve. Bon, développe dans des manuels, là aussi, à grand tirage et schémam, et donc destiné plutôt au réseau des écoles catholiques, mais diffusé plus largement, on va retrouver les types locaux de fromage, les principaux lieux de l'industrie agroalimentaire. Dans les années 60, d'ailleurs, on a encore ces types de figurés. Frère Issé, c'est Irlide, hein, le I, en religion. Donc ici, dans les années 60, on a encore recours à des cartes combinant de petites vignettes iconiques
marais salants. On voit des marais salants près de la Méditerranée, non loin d'ici, on va dire. Et puis aussi, on a à proximité, on a un symbole qui indique les saucissons. Alors, serait-ce les saucissons d'Arles? Et puis, on a aussi des fromages, un logo qui représente les fromages près de Roquefort. Les années 60, les années 60, donc on a cette géographie, un peu celle que j'ai connue aussi. Et puis, dans les années 86, il y a une nouveauté. Dans les années 80, on va dire, c'est l'apparition des marques. Dans un manuel comme Bordas, en 86, on cite des marques. Dans le texte, on nous parle de Gervais, de Danone, de Cronenbourg, de Panzani, de La Pie qui chante, d'Amora, des marques qui sont peut-être connues des enfants, mais jusqu'à présent, il y avait une sorte de neutralité du service public de la télévision qui faisait qu'on n'indiquait pas les marques. On avait des noms de lieux, mais on n'avait pas des noms de lieux de production agroalimentaire. Là apparaissent les marques. Alors, des marques connues des enfants, connues des élèves, peut-être. La Pie qui chante, on vous fait appel aux bonbons et à la connaissance des bonbons. Mais on a, dans cette période aussi, un développement dans la dynamique de l'éveil, d'une géographie qui va inviter à faire des enquêtes dans le milieu. Et le processus de la production des produits alimentaires consommés par les enfants est souvent étudié. Ici, on a un exemple d'un livret édité par le Centre régional de documentation pédagogique du Nord-Pas-de-Calais sur du poisson. Alors, on est dans le Nord et le poisson, il vient du port de Boulogne-sur-Mer jusqu'au domaine de commercialisation. Alors, cette découverte des réalités économiques de l'alimentation, elle est aussi le fait des productions à travers le monde. Et plus que le poisson, un item qui revient très très souvent, c'est celui du cacao et du cacao au chocolat. On peut le comprendre, le chocolat est un produit familier des enfants, peut être gratifiant, et sa production de la cabosse de cacao sur le cacaoyer à la plaquette de chocolat, il y a des transformations peut-être plus grandes, qui interpellent plus que celle du poisson, du filet, du chalutier, jusqu'à l'étal du poissonnier. La même équipe du CRDP du Nord-Pas-de-Calais a d'ailleurs un exemple de mondialisation de la production, justement en prenant cette question du cacao. On a aussi la production du yaourt, du lait au yaourt, pour qu'il arrive dans ton assiette. Le produit alimentaire familier des enfants et encore l'eau. Alors, produit alimentaire familier des enfants, de la commercialisation à la production, et le manuel apparaît comme un substitut de l'enquête sur le terrain. Et ça, autant dans les années 70-80, on a une invite des élèves à aller sur le terrain, à sortir, à pratiquer l'enquête dans le milieu, autant au fur et à mesure, c'est en quelque sorte le manuel qui devient le substitut de la sortie, qui figure, qui raconte une pseudo-sortie, comme aujourd'hui, quand on regarde comment on enseigne les sciences expérimentales dans certains pays, les sciences expérimentales, ça consiste à regarder une série de dessins, ou de photos, plutôt de dessins, et là, l'enquête sur le milieu, c'est regardons les questions. Alors ceci dit, on peut aussi questionner les enfants sur ce qu'ils savent. D'où viennent ces produits? Et en guise d'enquête, très souvent, alors, on nomme ces produits, etc. Mais très souvent,
Oui, en guise d'enquête, en guise non pas d'enquête, là, en guise toujours d'initiation économique. Hein, ce sont les produits alimentaires qui servent souvent à initier à des notions ici telles que importation, exportation. Il y a Yoplait aux États-Unis et il y a la vache qui rit aux Pays-Bas. Voilà le rayonnement agroalimentaire de la France. Mais quand je dis que les manuels servent à le substitut de l'enquête, c'est particulièrement vrai pour une activité traditionnelle, traditionnelle, fort promue, on va dire activité canonique du temps de l'éveil, c'est l'enquête au marché, en faisant l'hypothèse qu'il y a un marché accessible à proximité de l'école. Et donc les manuels proposent ou présentent de quasi-enquêtes au marché. On avait vu ici un manuel de 1981, un autre de 85, avec des propositions du type « rédigions dans chaque groupe », donc on présuppose qu'il y a eu des groupes d'élèves, une phrase simple pour dire ce que nous voulons retenir, de l'organisation générale du marché, groupe 1, de l'origine des produits, groupe 2. Le manuel est un véritable guide pédagogique et le manuel se présente même comme un complément d'une sortie. Mais d'une sortie où, si nous avons fait des photos, si nous avons fait des dessins ou des cartes, nous pouvons aussi réaliser un panneau d'exposition pour le montrer aux autres classes ou à nos parents. Toujours sur la sortie au marché, on a des livrets pédagogiques qui proposent des questionnaires plus fermés que celui qu'on vient de voir là, mais qui invitent à classer ici les fruits frais, chez le poissonnier, les fruits importés. Donc, les produits alimentaires sont, on le voit, quelque chose qui permet une implication de l'enfant, parce qu'on renvoie à des produits qui lui sont familiers, qui permet éventuellement des enquêtes, et tout ça dans l'optique d'une initiation économique et parfois d'une réflexion géographique sur les lieux de production. On a même en CP, alors là, les méthodes de lecture promues par le CRDP du Nord-Pas-de-Calais ne correspondent pas à celles qui sont actuellement promues, mais en fin de CP, on donne à étudier une publicité d'un supermarché voisin. Alors l'édition date de 96 et c'est une réédition d'un prospectus qui avait été sorti en 89. Donc c'est dans quelle rue de God Shopee se trouve-t-il? Quand viendront les joueurs de foot? À quel jour? Un exercice de lecture, mais un exercice de lecture que peut-on trouver en promotion au rayon des fruits et légumes, au rayon boucherie, au rayon charcuterie. Donc là, je sors peut-être de la géographie, mais en même temps, c'est dans le même contexte que, et là de façon précoce au CP, que les enquêtes qu'on voit dans les manuels de géographie sur un marché comme celui-ci, recherchent les produits français et essaient de retrouver leur région d'origine. Là, on est dans une approche, on va dire, très géographique. Et encore un manuel qui renvoie à une pratique de l'enquête. Alors c'est peut-être aussi parce que cette pratique de l'enquête est moins promue aujourd'hui, on va dire, et que la place à l'enseignement de disciplines autres que le français et maths se voit réduite, qu'on ne trouve peut-être plus ça dans les manuels, ou en tout cas je n'ai pas trouvé dans les manuels les plus récents. Je ne prétends pas être exhaustif. Voilà, donc ça permet, au début du XXIe siècle, de faire entrer la notion de mondialisation. On l'avait déjà vu tout à l'heure avec l'exemple du cacao, la notion de mondialisation. La photographie à droite, sur la page de droite de ce manuel, le monde entier sur un marché. Tomates de Turquie, kiwis de Nouvelle-Zélande, avocats d'Israël, mangue du Brésil, etc. Donc, comme le dit le texte, de nos jours, on trouve sur les marchés des produits du monde entier. On va dire on est en 2000, il n'y a pas encore trop l'accent marqué sur les circuits courts, mais on va voir que la géographie peut aussi
se faire la marque ah, où est-ce que j'ai dû... Ah non, c'est pas grave. De se faire la marque de... Non, si j'y viendrai tout à l'heure. De se faire la marque de souci de qualité. Cette mondialisation, c'est aussi quelque chose qui va distinguer dans une approche, on va dire, ethnographique mondiale, ce que j'appelle mangeur de riz, mangeur de mil ou mangeur de pain. Alors, très tôt, on distingue des grandes productions mondiales. On l'avait déjà vu au tout début de la série avec cette image où on voyait une rizière et des paysans probablement indo-chinois cultiver du riz, mais le blé et le riz sont distingués comme les deux sources d'alimentation principales de la planète, y compris cartographiées avec les pays du blé dans les zones tempérées et sèches et les pays du riz dans les zones tropicales humides. Cette dualité, d'ailleurs, alors cette dualité, on y reste, mais cette dualité, vous avez noté, j'avais parlé du blé, du riz et du mil. Il y a vraiment l'accent sur le blé, il y a vraiment l'accent sur le riz, et sur le riz, c'est avant tout l'exemple indo-chinois, puisque d'ailleurs, on invite clairement aux primaires à découvrir le monde, non pas à travers une étude de la planète, mais à travers les situations des colonies françaises, hein, et ce jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc le riz, lecture sur le riz, le monde du riz encore en 1986, une céréale du soleil et de l'eau, une plante de vie pour plus d'1 milliard d'hommes, l'Asie des moussons, une culture exigeante. Et il n'y a pas de place pour les prairies dans les pays de rizière. Le bétail donnerait moins de nourriture que le riz. Bon, des choses qu'il faut un peu nuancer, mais globalement, vrai. Une page entière hein, sur la culture, sur le monde du riz au cours élémentaire 2 en 1986. Le riz d'ailleurs qui, si on est en 95, quelques années plus tard, est associé au développement des modes culturels et aux échanges, à une sorte de mondialisation du riz et de la culture du riz. Parce qu'on titre une page « Émigrer pour vivre », qui présente une rizière au Vietnam, avec des paysannes courbées pour le repiquage, probablement, et en bas, une épicerie chinoise, probablement chinoise ou vietnamienne, mais plutôt chinoise, vu qu'il y a les caractères chinois sur la photo et pas des écrits en vietnamien, une épicerie chinoise à Paris, et un texte. Dans le monde, les hommes vivent dans des milieux très variés et leurs manières de vivre sont différentes. Les conditions de vie dans certains pays difficiles, les conditions de vie difficiles, excusez la faute de la copie, les conditions de vie difficiles dans certains pays poussent parfois les hommes à immigrer. Donc on a quelque chose d'un peu confus. Hein. Ça nous renvoie, on a à la fois la culture du riz, on a à la fois la mondialisation culturelle, et puis l'alimentation en arrière-fond. Alors, si je prends ce vieux livre de 1912, c'est pour dire que, par contre, les cultures autres que le riz, dans les pays tropicaux humides, et en particulier en Afrique, sont peu présentes. Alors, excepté le mil. Une seule plante alimentaire est vraiment étudiée pour les pays de l'empire colonial africain français, c'est le mil. Alors on appréciera la saveur du texte. Au loin, le père de Samba récolte le mil. L'impression à l'horizon qu'on est plus proche d'un grand champ de blé, à l'horizon de la gravure. Hein. Ses sœurs en font de la farine en le pilant. Le soir, bœufs et moutons sont enfermés dans une case par crainte des lions et panthères qui rôtent dans les grandes herbes. Ça doit faire rêver les enfants. Bon, on a le mil, les mangeurs de mil, et les mangeurs de mil dans des documents plus récents, 85, et plus réalistes, puisqu'on a la présence de photographies. J'ai agrandi à droite la photographie qui se trouve au bas de la page de gauche.
où l'on voit effectivement ce qu'on peut rencontrer encore aujourd'hui dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc ici, le mil est transformé en galette. Et puis, troisième grand thème, les mangeurs de pain, buveurs de vin aussi, qui sont présentés à l'échelle de la planète, avec en France un pays grand mangeur de pain. Calculer le poids de blé dont la France a besoin chaque année. Elle cherche à produire sur son territoire, qui convient parfaitement à cette culture. Elle protège la culture du blé contre la concurrence étrangère. On est en 1952, on est après la Seconde Guerre mondiale, après des disettes de pain, entre autres. Et dans une logique protectionniste. C'est dans cette logique que va être créé le marché commun, protéger son territoire et produire des produits alimentaires. Dernière nouveauté sur les manuels les plus récents de ma série, le souci de qualité. C'est-à-dire qu'on a des pages sur les cultures où on voit les produits naturels et le label bio, ou bien même le label rouge pour les élevages de volailles. Alors on ne parle pas de régime alimentaire moins carné, on ne parle pas de conditions d'élevage, on ne parle pas de circuit court. Alors cela va être reporté à plus tard. À plus tard dans le programme scolaire, peut-on imaginer. Dernier point, aujourd'hui, la mondialisation reprend aussi l'inégalité pour manger, l'inégalité pour se nourrir. Et ce n'est pas une nouveauté. J'ai trouvé un texte qui m'a vraiment interpellé. C'est sur la nourriture des indigènes en Afrique du Nord. 1953. Avant l'insurrection de 1954 et après les révoltes de 1945. Les indigènes de l'Afrique du Nord sont d'une grande sobriété. Ils vivent principalement de farine, d'orge et de blé, d'huile d'olive, de légumes et de fruits. Alors, là, etc., là, plus loin dans le texte, et plutôt la chute, les 3 dernières lignes du texte. Les indigènes mangent rarement à leur faim. Cette extrême sobriété ne les empêche pas de faire de durs travaux et de longues marches fatigantes. C'est effectivement l'état des lieux tel qu'il peut être constaté à cette époque. C'est extraordinaire parce que c'est dit, c'est écrit. D'ailleurs, dans les éditions de l'école, qui elles aussi, bon, je ne veux pas qualifier les éditions de l'école, c'est dit et c'est écrit dans des manuels scolaires. Et pour moi, cette confrontation entre leur sobriété, qui est presque une vertu, et le fait qu'ils mangent rarement à leur faim, dans un même texte, est très dur. La faim dans le monde, elle est étudiée dans les années 80, puisqu'elle subsiste encore à cette époque, de façon peut-être plus radicale qu'actuellement, en 2021. L'analyse d'ailleurs des causes de la sous-alimentation, des régions menacées de famine, et il y a de terribles famines dans ces moments-là. L'explication qui est donnée aux élèves, c'est la faim, et qui a une grande part de vérité. La faim est liée au climat. Ouais. Mais surtout, et on balance tout de suite, mais surtout à la suffisance de capitaux. Ouais. Aux terres incultes, sûrement, ou dégradées, on pourrait rajouter aujourd'hui. À l'agriculture désorganisée par l'ancien régime colonial, culture de plantation aux dépens de culture vivrière. Alors aujourd'hui, ça nous fait écho à l'extension de certaines cultures, que ce soit l'huile de palme ou le soja. La misère est aggravée par une forte natalité et un manque d'instruction, ce qui n'est pas tout à fait faux, pas du tout même. Mais cette question de la faim dans le monde est au programme, est étudiée
Alors, il n'est pas au programme parce que les programmes sont très, très laxes dans leur définition, permettent beaucoup de choses, mais dans l'intérêt des enseignants, puisqu'on peut penser que ces livres, ces manuels scolaires sont des produits. Hein, ils sont sur un marché scolaire sur lequel les enseignants ont à l'époque une grande liberté de choix. Donc ces livres visent à répondre aux attentes des enseignants et donc ici à une sensibilisation des élèves sur la question de l'alimentation à travers la faim dans le monde. Manger à sa faim, on peut le retrouver dans des manuels plus récents, encore jusqu'en 2009, ici. Des famines peuvent résulter de catastrophes naturelles, inondations, sécheresses, tremblements de terre. Les guerres aussi entraînent des famines, mais en même temps elles sont associées. Les famines entraînent des guerres, pourrait-on dire de façon dialectique, mais bon, simplifions pour de jeunes élèves. Donc pour résumer, hein, les produits alimentaires familiers permettent d'initier aux notions de production, de transformation, d'importation, d'exportation. Les statistiques de production en tant qu'indicateurs de puissance doivent être comprises dans un contexte historique marqué par les disettes, et les productions alimentaires étaient là comme indicateurs de non-famine. La présentation de mangeurs de riz, de mangeurs de mil et de mangeurs de pain relève d'une approche plus culturelle. Et là, j'ai noté l'absence, ou plutôt on n'a pas trouvé, et c'est difficile à montrer l'absence d'autres cultures nourricières dans les pays tropicaux humides que le mil. Hein, quand on sait le taro, quand on sait, oh là là, j'ai le sorgho, l'igname et les autres produits, l'igname et les autres produits de base tropicaux, en dehors du mil qui est plutôt réservé à la zone sèche africaine, les plantes de l'Afrique tropicale humide qui ont été exportées aux Antilles sont absentes. Donc la présentation de sociétés de mangeurs de riz, de mangeurs de mil et de mangeurs de pain relève d'une approche plus culturelle. Famine, disette, qualité des produits alimentaires sont sous des phénomènes géographiques. Et mon anecdote sur la production en France des boissons alcoolisées est présentée autrefois comme un phénomène économique, comme une boisson presque nourricière, peut être lue aujourd'hui comme un indicateur culturel. Alors, culture et éducation, hein, vous verrez si vous retenez ce clap de fin, mais c'est assez amusant de penser que j'ai rédigé ça au moment où le couscous d'Afrique du Nord était mis au patrimoine, était inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'éducation par les Nations Unies. Oui. Merci de votre attention. Vous verrez si vous gardez ce clin d'œil. Au revoir et encore merci.